Bonjour à tous, merci d'être venus. On est très content d'accueillir aujourd'hui Hugues Leloir. Hugues est chercheur au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini et il est spécialisé dans l'immunité muqueuse, notamment les plaques de Peyer. Et donc je le remercie de présenter son travail aujourd'hui. Merci. Merci pour l'invitation. Du coup, comme l'a dit Mathieu, je vais vous parler surtout des plaques de Peyer et en particulier d'une population de phagocytes qu'on a découvert il y a maintenant une petite quinzaine d'années, on va dire. Ce qui ne me rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, ces phagocytes, on les a appelés lysozyme dendritic cell ou lysodc, parce qu'elles expriment des fortes quantités de lysozyme, et ce qui fait vraiment leur spécificité au niveau de l'intestin. Donc en fait, ce sont des phagocytes qui sont spécifiquement localisés dans les plaques de Peyer. Alors les plaques de Peyer, ce sont des organes lymphoïdes secondaires qui se trouvent au niveau de l'intestin grêle, et vous en avez un exemple ici. Donc vu de la muqueuse, ça paraît comme des dômes, séparés par des villosités, comme vous pouvez le voir. Et ici vous avez 4 dômes avec des villosités entre elles. Et en fait, si vous utilisez un plan de coupe à peu près de cet ordre-là, vous obtenez cette coupe que vous avez ici. Okay. Donc chaque dôme en fait est constitué de follicules de lymphocytes B, que vous voyez là en bleu. Ces follicules sont séparés les uns des autres par des régions interfolliculaires que vous voyez ici, qui sont enrichies en lymphocytes T naïfs, donc qui n'ont pas encore vu l'antigène, qui ne sont pas activés. Pareil ici, les lymphocytes B sont majoritairement naïfs, donc pareil, ils n'ont pas vu l'antigène, ils ne sont pas activés. Et ensuite, au-dessus de chaque follicule, vous avez un épithélium particulier qu'on appelle épithélium associé au follicule ou FAE, qui contient des cellules particulières qu'on appelle cellulèmes, et c'est ces cellulèmes qui sont chargés du transport des antigènes de la lumière intestinale vers le dôme sous-épithélial que vous voyez ici juste en dessous, qui est enrichi en cellules rouges que vous voyez, et ces cellules rouges, ce sont justement des phagocytes. Donc les phagocytes, vous voyez qu'ils sont enrichis donc dans cette zone sous-épithéliale et aussi dans la région interfolliculaire, majoritairement constituée de lymphocytes T naïfs. Alors, à quoi servent les plaques de Peyer? En fait, donc, ce sont les sites inducteurs majeurs de l'intestin grêle. Donc, ils vont entamer une réponse immunitaire. Et pour ça, il faut savoir qu'elles sont en contact direct avec la lumière intestinale. Donc, en fait, elles ne possèdent pas de vaisseaux lymphatiques afférents. Elles n'ont pas besoin de vaisseaux lymphatiques afférents. Elles sont en contact direct avec un grand nombre d'antigènes qui sont présents dans la lumière intestinale. Et par contre, elles ont des centres germinatifs chroniques. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il y a des antigènes qui sont échantillonnés en permanence et qui induisent une réponse de type lymphocytaire B, donc humorale. Et cette réponse humorale est essentiellement basée sur la génération de plasmocytes sécréteurs d'IgA. Et ce sont ces plasmocytes sécréteurs d'IgA qui vont ensuite être sécrétés dans la lumière et participer à l'exclusion immune des pathogènes, des agents pathogènes qui s'y trouvent. Il faut savoir que ces plaques de Peyer sont des sites d'entrée majeure de ces pathogènes. Pourquoi? Déjà, vous avez un premier aperçu là. En fait, il y a une grande surface disponible pour des antigènes particulières. Autant les antigènes alimentaires, etc., peuvent être absorbés au niveau des villosités. Pour les agents pathogènes tous les types d'agents pathogènes, c'est plus compliqué parce que il y a la protection du mucus, 2, il y a les IgA qui sont sécrétés à ce niveau-là, et en plus l'épithélium a à sa surface un glycocalice qui est assez épais, et du coup ça gêne l'accessibilité à l'épithélium pour tout ce qui est de type particulier, que ce soit virus ou bactéries. Et en fait, à ce niveau-là, au niveau des plaques de Peyer, l'épithélium, qui est donc associé au follicule, n'a quasiment pas de cellules à mucus, c'est-à-dire pas de sécrétion de mucus à ce niveau-là. Il n'y a pas de récepteur aux IgA polymériques aussi, donc on n'a pas de sécrétion d'IgA non plus. Et le glycocalice est fortement atténué. Et
en plus de ça, il y a donc ces cellules particulières, les cellules M, qui vont lier, enfin se lier et transporter les antigènes de la lumière vers le dôme sous-épithélial, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ces plaques de Peyer sont très importantes pour l'exclusion immune des pathogènes, mais elles jouent aussi un autre rôle qui a été détecté beaucoup plus tard, qui est la régulation du microbiote, toujours à travers cette sécrétion d'IgA, parce que ça va permettre, je dirais, de limiter la croissance des espèces dominantes. Donc si on a un défaut de cette sécrétion d'IgA, on a un déséquilibre au niveau de la composition du microbiote. Donc deux rôles cruciaux pour ces plaques de Peyer. Donc qu'est-ce qui se passe quand un pathogène arrive au niveau de l'épithélium? Comme je vous l'ai dit, il est échantillonné majoritairement par les cellules M que vous voyez ici en bleu, et ensuite les agents pathogènes sont pris en charge par des phagocytes. Donc ce sont les cellules phagocytaires capables de les internaliser une fois qu'ils ont passé cette barrière épithéliale. Ces phagocytes auront ensuite deux possibilités. Soit ils vont présenter directement les antigènes issus de ces pathogènes aux lymphocytes B présents à ce niveau-là et activer ces lymphocytes B pour générer une réponse de type IgA. Ou alors, ils vont migrer vers la région interfolliculaire où se trouvent les lymphocytes T naïfs et de là, les activer et initier la réponse immunitaire adaptative. Et quand on a démarré le projet, en fait, notre but, c'était de caractériser ces phagocytes parce qu'on ne savait que très peu de choses à leur sujet, mis à part qu'ils exprimaient CD11C, mais ce que font la plupart des phagocytes dans l'intestin. En fait, pendant longtemps, CD11C a été associé aux cellules dendritiques, mais il s'est avéré que dans les tissus périphériques, en particulier le poumon et l'intestin, c'était aussi exprimé par les macrophages. Donc en disant que les agents pathogènes sont capturés par des cellules CD11C+, des phagocytes CD11C+, on n'a pas vraiment une caractérisation de ces phagocytes. Donc notre but a été de caractériser ces phagocytes responsables de la capture des pathogènes et en prenant un modèle d'infection qui est Salmonella typhimurium. Pourquoi? Parce que cette bactérie a un tropisme pour les plaques de Peyer qui se trouvent au niveau de l'iléon distal, proche du cécom. Donc ça paraissait un modèle idéal pour essayer d'identifier les cellules capables de capturer ces bactéries. Et en fait, ce qu'on a pu voir, donc ici vous avez les bactéries en rouge, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en effet, les phagocytes qui les capturaient exprimaient CD11C que vous voyez ici en bleu. Ils exprimaient aussi le lysozyme que vous voyez ici en vert. Donc ici, vous avez une cellule phagocytaire qui a internalisé deux bactéries. Et il y en aurait beaucoup plus si jamais j'arrivais à faire marcher le film. Donc ici, vous avez un premier phagocyte et vous voyez qu'il exprime à la fois CD11C et le lysozyme en vert. Et c'est aussi vrai ici, encore deux bactéries internalisées, ici il y en a aussi. Et à chaque fois, en fait, on a trouvé cette expression de lysozyme en plus de CD11C. Et vous voyez ici une quantification basée sur cette double expression de CD11C et de lysozyme. Et vous voyez que majoritairement, ce sont les lysodécés qui capturent. Et vous voyez que là, c'est écrit aussi macrophage. C'est parce que un peu plus tard, nous nous sommes rendus compte que via cette double discrimination, on marquait non seulement les lysodécés, mais aussi les macrophages qui sont présents également à ce niveau-là. Et sinon, les bactéries sont évidemment aussi présentes dans l'épithélium, mais pas dans d'autres cellules phagocytaires. Donc c'est vraiment les principales cellules phagocytaires impliquées dans la capture de cette bactérie entéropathogène. Suite à ça, on a voulu savoir si c'était spécifique à cette bactérie ou si ces phagocytes étaient capables d'internaliser tout type d'antigène particulier. Donc ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est qu'on a gavé les souris avec des microsphères de 0,2 microns. Et on a regardé le trajet de ces microsphères dans l'intestin et à quel niveau elles étaient capturées. Alors déjà, principalement, c'est capturé au niveau des plaques de Peyer et pas des villosités, ce qui confirme ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire que les villosités sont, je dirais, relativement protégées par le mucus. Donc il y a très peu d'accès, par exemple, pour
pour des billes de latex qui sont quand même inertes, hein, donc elles n'ont pas non plus les flagelles et tous les mécanismes qu'ont les bactéries entéropathogènes pour s'approcher de l'épithélium. Mais disons que des antigènes particulières inertes vont s'approcher facilement de l'épithélium associé au follicule, ou FAE, ce que vous voyez ici. Les cellulèmes étant en mauve, et vous voyez que les particules rentrent au niveau de ces cellulèmes, et ensuite qu'elles sont prises en charge par des cellules qui sont encore une fois CD11C+, et si maintenant je rajoute le lysozyme, vous voyez qu'elles qu'elles expriment également le lysozyme. Et là, on a été suffisamment avancé dans nos travaux pour distinguer l'isodécé des macrophages, qu'on a appelé lysomag parce que c'est pareil, ils expriment énormément de lysozyme, et c'est une spécificité encore de ces macrophages. Les autres macrophages dans l'intestin n'expriment pas un tel niveau de lysozyme. Et vous voyez qu'encore une fois, c'est ces deux types de phagocytes qui internalisent la majeure partie des microsphères. Ensuite, on a voulu savoir quels étaient les mécanismes de capture de pour ces bactéries ou ces antigènes particuliers. Et pour ça, on a utilisé une méthode qui s'appelle la microscopie biphotonique et qui permet d'imager des tissus entiers, vivants, et donc d'avoir le comportement des cellules vivantes dans ce tissu. Et ce qu'on a pu observer, et ce que vous voyez déjà ici, c'est que les lysodécés sont capables d'envoyer des dendrites dans la lumière. Là, ce qu'on voit, c'est une vue de dessus. Donc ici, tout ce qui est noir, c'est la lumière intestinale. En rouge, c'est une cellulème. Et vous voyez que cette dendrite balaye spécifiquement la surface de la cellulème parce que ces dendrites ne se situent qu'au niveau des cellulèmes. Et ensuite, on a rajouté des microsphères pour voir si ces dendrites étaient efficaces dans l'internalisation des antigènes particuliers. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'elles sont même très efficaces. En fait, elles bougent tellement que ça forme une sorte de vortex qui attire tout ce qui est à leur environnement. Donc toutes les billes de latex qui se trouvent en périphérie, y compris les agrégats, parce que vous avez vu qu'il y avait un groupe de cellules qui étaient attachées entre elles, ici, là. Donc normalement, les microsphères sont toutes petites, et ici, il y avait un agrégat, vous voyez qu'il est capturé très rapidement. Donc ça, c'est des vues de dessus. Ici, vous avez une vue transversale, c'est-à-dire que vous voyez la dendrite passer à travers l'épithélium, ici, et vous voyez encore l'activité de cette dendrite qui capture des microsphères, cette fois-ci en rouge. Et si on regarde maintenant entre le début du film où on a énormément de microsphères au-dessus de la cellulème et la fin du film, on voit que quasiment toutes les microsphères qui se trouvaient au-dessus de la cellulème ont été capturées par cette dendrite. Donc après, la question était de savoir si on travaillait chez la souris jusqu'à présent, donc le but était de savoir si ces lysodécés étaient présents dans d'autres espèces, en particulier chez l'homme, ce qui a augmenté leur importance. Et en fait, il s'est avéré que oui. Encore une fois, si on regarde ici, on a le lysozyme en jaune, le CD11C en bleu, et vous voyez qu'on retrouve ces cellules qui expriment à la fois le lysozyme et CD11C. Elles expriment aussi SIRP-alpha, comme vous le voyez là, mais pas CD1C, qui est un marqueur de cellules dendritiques conventionnelles chez l'homme. Donc on verra plus tard quelle est l'origine des lysodécés, mais ça les distingue des cellules dendritiques conventionnelles. Et autre chose, on a pu montrer que comme chez la souris, ces lysodécés sont capables de pénétrer à l'intérieur de l'épithélium associé au follicule et d'émettre des dendrites à travers cet épithélium, ce qui indique qu'elle pourrait jouer exactement le même rôle que dans la souris, c'est-à-dire aller capturer les antigènes directement dans la lumière via ces dendrites. Suite à cela, Camille Wagner, qui a effectué sa thèse dans le laboratoire, s'est intéressée à la différenciation de ces lysodécés. Comment, une fois qu'elles étaient arrivées dans le tissu, elles migraient au contact de l'épithélium pour échantillonner la lumière intestinale. La première chose qu'elle a pu démontrer, c'est que ces lysodécés étaient issus de monocytes. Donc une fois que les monocytes entrent dans la plaque de Peyer, ils deviennent des lysodécés immatures qui sont capables de proliférer in situ dans la plaque de Peyer, puis soit de se différencier en lysodécés folliculaire au niveau du follicule, donc là où se trouvent les lymphocytes B, ou alors en lysodécés intermédiaires puis matures en s'approchant de l'épithélium au niveau du dôme sous-épithélial. Et c'est donc ces lysodécés matures qui sont le plus en contact de l'épithélium.
Donc on a voulu savoir si en effet c'est l'isodC mature qui étaient les plus efficaces à capturer les antigènes particuliers. Donc là on pouvait plus travailler sur le tissu, il fallait qu'on arrive à isoler chaque type de l'isodC. Donc c'est ce qu'on a fait, on a trié chaque type de l'isodC et en plus on a trié ce qu'on a ici, ce qui est marqué CDC2, c'est les cellules dendritiques conventionnelles de type 2. Qui sont donc des cellules dendritiques, mais qui sont moins efficaces, je dirais, pour capturer les antigènes particuliers. Et c'est ce que vous voyez là. En fait, très peu de billes sont associées à ces cellules dendritiques conventionnelles. Par contre, si vous regardez tous les types de différenciation des l'isodC, que ce soit folliculaire, immature, intermédiaire ou mature, vous voyez qu'elles comportent tout un grand nombre de billes et donc d'antigènes particuliers. On a cherché, comme la microscopie ne permet quand même pas de quantifier vraiment la quantité qu'il y a dans de billes qu'il y a dans chaque cellule, on a aussi effectué la cytométrie en flux de chaque cellule incubée avec ces microsphères. Et ce que vous voyez là, c'est que à peu près tous les types de l'isodC internalisent le même nombre enfin un grand nombre de billes de latex que vous voyez ici. Donc aïe, et vous voyez que ça varie entre 55 et 60%. Au contraire des décès conventionnels de type 2, encore une fois, qui n'internalisent que 4% il n'y a que 4% de ces CDC2 qui internalisent un grand nombre de billes. Mais encore une fois, de par leur localisation, c'est surtout les l'isodC matures qui vont avoir accès aux antigènes qui se trouvent dans la lumière. Mais toutes sont également capables d'échantillonner. La seconde fonction à laquelle on s'est intéressé, c'est la présentation antigénique et l'activation des lymphocytes T naïfs qui sont une spécificité des cellules dendritiques conventionnelles. Donc dans la définition des cellules dendritiques conventionnelles, il y a le fait qu'elles exercent la fonction d'activer, de présenter de manière efficace l'antigène et d'activer les lymphocytes T naïfs. Et cette activation, on peut la mesurer par la prolifération de ces lymphocytes T naïfs. Et pour mesurer cette prolifération, on va marquer ces lymphocytes T naïfs et suivre la perte du marqueur cellulaire au fur et à mesure de la prolifération. Plus les lymphocytes se divisent, plus on va avoir une perte de marqueurs. Donc ici, vous voyez que ceux-là, ce sont ceux qui sont le plus divisés. Ils se sont divisés plusieurs fois et chaque pic, en fait, correspond à une division. Et ce que vous voyez ici, c'est que, comme je vous l'ai dit, les décès conventionnels sont très efficaces pour présenter et activer les lymphocytes T naïfs. Et vous voyez que les CDC2, s'ils étaient assez incapables de capturer efficacement les antigènes particuliers, ils sont par contre très capables d'activer ces lymphocytes T naïfs. Vous voyez, 82% de prolifération au niveau des lymphocytes T naïfs. Vous voyez qu'au contraire, les macrophages, dont on sait qu'ils sont incapables de faire cette présentation antigénique, sont en effet incapables d'induire la prolifération des lymphocytes T naïfs. Et vous voyez que les l'isodC, en fait, ont un statut intermédiaire, qu'elles sont parfaitement capables de faire de la présentation et d'activer les lymphocytes T naïfs, mais moins efficacement quand même que les CDC2. Donc, qu'en est-il des différents types de l'isodC, les différentes étapes de différenciation? Alors déjà, vous pouvez voir ici, en fait, ici, c'est une illustration pour marquer le profil transcriptionnel de ces l'isodC. Et vous voyez que plus on va vers les matures, plus on s'approche de la signature génétique des CDC2, que vous voyez ici. Et par contre, l'isodC folliculaire s'en éloigne. Donc d'immature à mature, on s'approche des caractéristiques des CDC2, mais pas au niveau des l'isodC folliculaires. Et maintenant, si on regarde la prolifération des lymphocytes T mis en présence de chacun de ces types de l'isodC, vous voyez que effectivement, c'est les l'isodC matures qui sont capables d'activer ces lymphocytes T naïfs. Presque aussi bien que les CDC2. Par contre, les intermédiaires, les immatures, les folliculaires sont très peu efficaces et vous voyez un résumé de ces différentes expériences ici.
Mais là, on a un autre problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, les lysodécées matures se trouvent essentiellement sous l'épithélium. Et les lymphocytes naïfs se trouvent dans les régions interfolliculaires. Donc, deux localisations totalement différentes. Donc, a priori, même si elles sont capables d'induire l'activation et la prolifération des lymphocytes naïfs, in vivo, il y a peu de chances qu'elles y arrivent puisqu'elles sont localisées là, alors que l'IFR est là. Mais ça, c'est à l'état homéostatique, encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe si on induit l'activation de ces lysodécées? Est-ce qu'elles sont capables de migrer jusqu'à la région interfolliculaire enrichie en lymphocytes naïfs ou pas? Donc, pour tester ça, on a utilisé le fait que les lysodécées expriment de fortes quantités du récepteur TLR7 qui reconnaît donc les ARN simples brun et donc les génomes de type viraux. Et on a utilisé ce ligand du TLR7 qu'on a injecté aux souris. Et on a regardé ce qui se passait au niveau des lysodécées. Et on s'est intéressé plus particulièrement à l'expression du récepteur à chymiokine CCR7. Pourquoi? Parce que c'est le récepteur à chymiokine qui permet la migration des cellules vers les zones T. Donc vers les régions, pour les plaques de Peyer, vers les régions interfolliculaires. Donc on s'est intéressé à l'expression de ce CCR7. Et vous voyez que à l'homéostasie, on n'a pas de CCR7 qui est exprimé au niveau du FAE, du SED ou du follicule. Pardon, c'est encore des abréviations, mais je voulais dire épithélium, dôme sous-épithélial et follicule. Maintenant, si on regarde 4 heures après l'injection de ce R848, vous voyez qu'on commence à avoir de l'expression de CCR7 au niveau du dôme sous-épithélial. Mais si on regarde le phénotype des cellules qui expriment ce CCR7, bien, on voit ici que ce ne sont pas les cellules CX3CR1 positives, lysozymes positifs, sachant que CX3CR1 est un autre marqueur des lysodécées, et que par contre, elles expriment bien CD11C, ce qui veut dire qu'on n'a pas affaire ici à des lysodécées, mais au CDC2. Et donc, on a ici une activation je dirais en premier des CDC qui vont certainement migrer au niveau des régions interfolliculaires. Mais on a une seconde vague d'expression de CCR7, de CCR7 au niveau du SED. Et cette fois-ci, on est 8 heures après la stimulation, et vous voyez que cette fois-ci, les cellules qui sont CCR7 positives expriment bien CX3CR1 et le lysozyme, sont CD11C positives, mais CD4 négatifs. Il faut savoir que CD4, c'est le marqueur qui nous permet de discriminer entre macrophages et lysodécées. Et donc ici, on a bien des lysodécées qui se mettent à exprimer CCR7. Alors, est-ce qu'elles migrent? Oui. Parce qu'en même temps qu'on détecte ça au niveau du SED, on détecte des premières lysodécées qui arrivent au niveau de l'IFR, donc elles sont encore en périphérie de l'IFR, avec ici, vous voyez une expression de CCR7, l'expression de CX3CR1 et l'expression de CD11C, mais pas de CD4, qui marque évidemment aussi toutes les lymphocytes T auxiliaires. Si on regarde maintenant encore plus tard, ça devient évident qu'on a perdu la majeure partie des lysodécées au niveau du dôme sous-épithélial. Vous voyez ici qu'on a une perte très nette du nombre de lysodécées comparé au contrôle. Et par contre, on a un gain au niveau de la région interfolliculaire et de la périphérie de la région interfolliculaire. Alors pourquoi je m'intéresse plus particulièrement à la périphérie de la région interfolliculaire? C'est qu'en même temps ici, typiquement ici, on a une augmentation de la prolifération. Et comme je vous l'ai dit, la prolifération, c'est un marqueur de l'activation des lymphocytes naïfs une fois qu'ils sont activés. Et donc on a regardé ce qu'exprimait, qui exprimait qui était en prolifération au niveau de cette périphérie des régions interfolliculaires, et vous voyez que il y a au moins en partie des lymphocytes auxiliaires. Donc tout ça, c'est une quantification de cette imagerie où on voit en effet une perte du nombre de lysodécées au niveau du SED, mais pas des macrophages. Donc les macrophages sont effectivement incapables de migrer. Ils sont proches des lysodécées de par leur origine, dérivés de monocytes, mais ils sont incapables de migrer.
les l'ISO-DC donc migrent, elles vont bien à la périphérie de l'IFR, comme vous pouvez le voir ici. C'est une zone où on a une augmentation du nombre de cellules en prolifération, contrairement aux autres zones. Vous voyez que la zone B et la zone T, on n'a pas d'augmentation. Et enfin, les l'ISO-DC interagissent fortement avec ces cellules qui sont prolifératives, comme vous pouvez le voir ici, mais vous en avez aussi une illustration ici, et vous en aurez encore un peu plus tard. Alors ensuite, nous nous sommes intéressés à ce qui se passait au niveau de ces phagocytes quand on les activait. Donc on a étudié leur profil transcriptionnel par single-cell RNA-seq, et à la fois à l'état basal et à 9 heures de stimulation par le R848, c'est-à-dire à un temps où les l'ISO-DC commencent à exprimer le CCR7, ce qui nous permet d'avoir un peu toute la trajectoire de stimulation des l'ISO-DC. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que à l'état, à l'homéostasie, en fait, on a 3 populations majoritaires. Donc les DC conventionnels de type 2, que je vous ai déjà présenté, les DC conventionnels de type 1, qui sont l'autre type de DC conventionnels, mais qui, elles, ne sont pas du tout dans la zone sous-épithéliale. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé jusqu'à présent. Elles ne peuvent pas capturer les antigènes, puisqu'elles ne sont pas présentes à ce niveau-là. Par contre, les DC conventionnels de type 2 le pourraient. Et ensuite, on a ce qui est les phagocytes qui sont dérivés de monocytes. Et on retrouve ici à la fois les macrophages et les l'ISO-DC. Vous voyez qu'elles sont très proches. Hein. Elles se distinguent, elles forment quasiment un cluster unique. Donc on a 2 groupes à l'intérieur de ce regroupement, mais un l'ISO-DC et 2 macrophages, mais c'est très très proche. Par contre, dès qu'on stimule, vous voyez que ils s'éloignent l'un de l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'on a une activation divergente de ces 2 types cellulaires. C'est vraiment des types cellulaires différents, alors qu'ici, on pourrait penser qu'il s'agit exactement de la même population, mais non, parce que ici, dès qu'on les stimule, vous voyez qu'elles divergent de par leur activation. Et maintenant, si on s'intéresse aux gènes exprimés, on voit qu'on a une pointe ici qui est ici marquée en rouge. C'est un cluster, hein, donc ça a été fait de manière non supervisée et ça a été détecté tout seul, tout simplement parce qu'il y a l'expression de plusieurs gènes d'activation qui sont induits à au niveau de cette pointe, dont CCR7 que vous voyez ici. Et l'autre chose notable, donc, c'est que IDGAC, ça code pour CD11C, en fait. Donc, je vous ai dit que tous ces phagocytes exprimaient CD11C. Mais une fois activé, vous voyez que CD11C n'est plus exprimé par les DC conventionnels. Il l'est à l'état basal, mais plus une fois activé. À part celles qui ne sont pas activées ici, vous voyez qu'elles n'expriment pas CCR7, celles-là. Donc, elles ne sont pas activées. Mais tous les autres perdent l'expression de CD11C, ce qui n'est pas le cas des monocytes, des phagocytes dérivés de monocytes. Donc ici, elle garde l'expression de CD11C. Et parmi les différences majeures entre macrophages et l'ISO-DC, et qui expliquent pleinement pourquoi les l'ISO-DC sont capables d'induire l'activation des lymphocytes T naïfs alors que les macrophages ne le peuvent pas, ici vous voyez que les deux expriment des niveaux quand même conséquents de la molécule de classe 2. Alors, les l'ISO-DC plus fortement, mais les macrophages l'expriment également. Et vous voyez qu'une fois stimulé, on a une dérégulation complète de l'expression de classe 2 une répression au niveau des macrophages, mais pas des l'ISO-DC. Si maintenant on s'intéresse vraiment on zoome sur ces cellules dérivées de monocytes et qu'on s'intéresse aux cellules qui sont le plus activées au niveau des l'ISO-DC, vous voyez qu'elles expriment non seulement CCR7, mais aussi les molécules de costimulation comme CD40 et aussi des cytokines pro-inflammatoires qui vont polariser cette réponse T. Donc ici vous avez l'IL12 et l'IL6. On a pu confirmer par microscopie l'expression d'IL12P40 par les l'ISO-DC activés au niveau de cette région interfolliculaire et périphérie de la région interfolliculaire. Et vous voyez en particulier ici, si on s'attache à cette cellule donc qui est au niveau de la région interfolliculaire, vous voyez ici une l'ISO-DC donc qu'on repère par le marquage CD11C et aussi MERTK qui est encore un autre marqueur de l'ISO-DC, que cette cellule exprime fortement l'IL12P40 et elle est en contact aussi très fort puisque vous avez une synapse ici, vous voyez, avec une
un lymphocyte T qui est en pleine division et qui est quasiment, vous voyez les deux cellules déjà séparées ici. Donc pour conclure sur cette première partie, on a pu voir que suite à la différenciation des lysodécées d'immatures à matures, les matures sont capables d'échantillonner les agents pathogènes directement dans la lumière. Une fois qu'ils ont détecté un motif de type pathogène, elles s'activent, elles se mettent à exprimer CCR7 qui leur permet de migrer dans la région interfolliculaire ou à la périphérie de la région interfolliculaire. Et là, elles vont interagir fortement avec des lymphocytes T, mais aussi des lymphocytes B. Et on a vu que elles se mettaient aussi à exprimer des molécules de costimulation, des cytokines pro-inflammatoires. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que donc elles interagissent fortement avec ces cellules qui sont en prolifération. Et là, vous avez une lysodécée interfolliculaire qui interagit avec 3 cellules en prolifération marquées en magenta. Et ces 3 cellules en prolifération sont des lymphocytes T auxiliaires. Donc on a vraiment ici une activation par une lysodécée de 3 lymphocytes T. J'arrive juste à quelques messages clés. Donc globalement, ce qu'on a pu montrer, que c'est les lysodécées, les macrophages sont les principaux phagocytes impliqués dans la capture des pathogènes au niveau des plaques de Peyer, que les lysodécées sont capables de capturer même directement en envoyant des dendrites à travers les cellules M, que les précurseurs des lysodécées sont des monocytes un peu particuliers qui ne sont ni LY6C ni CD43 mais qui expriment clectané, qu'enfin ils ont besoin de CSF1 et de Rankel exprimés par les cellules stromales sous-épithéliales pour leur survie et leur différenciation, les lysodécées matures sont capables d'activer les lymphocytes T naïfs une fois qu'elles ont migré, mais pour ça il leur faut une stimulation. Et que le sevrage et le changement de microbiote au moment du sevrage est responsable de la formation du changement magnétique, de la génération des T folliculaires et de l'accumulation des lysodécées, en particulier immatures et intermédiaires. Et enfin, ça j'en ai pas parlé, mais Mathieu avait lors de sa présence dans notre équipe montré que dans les cas de malnutrition aiguë sévère, on a une déplétion des lysodécées, ce qui encore renforce le fait que l'environnement de la lumière intestinale, et en particulier que ce soit les aliments, le microbiote, les métabolites, sont très importants à la fois pour le recrutement et la différenciation des lysodécées. Et enfin, on a un projet en cours où on est en train de montrer que ce sont les lysodécées, mais pas les autres types de phagocytes de la plaque de Peyer, qui sont responsables de la réponse aux bactéries filamenteuses segmentées, ou SFB. Donc voilà, j'ai fini. Avec quand même des remerciements pour toute l'équipe, parce que ça a été un travail de longue haleine. Je vous ai résumé 15 ans là. Donc, et tous les étudiants en thèse en particulier qui ont fait un travail remarquable. Là, je vous ai présenté en particulier le travail de Camille Wagner, de Fanny Hidalgo et de Cecilia Luciani. Fanny Hidalgo sous la direction de Julie Thomas, en collaboration avec Mathieu. On a plein de collaborateurs aussi. SFB, ça se fait en collaboration avec Valérie Gaborio-Routio, qui est la spécialiste de SFB en France. Et voilà, toutes les plateformes, nos collaborateurs au CML, et j'ai fini, voilà. Je suis prêt pour vos questions.